Il est 13h à Abidjan, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de votre édition. À la une, ce 4 octobre, la célébration hier du cinquantenaire de l'ICCO, cérémonie en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. À ses côtés, son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, plusieurs autres illustres personnalités à ce 50e anniversaire de l'Organisation internationale du cacao. Les temps forts dans quelques instants. Contentieux électoral municipal et régional. Plusieurs recours rejetés par le Conseil d'État à l'issue de sa 4e audience de délibération tenue hier mardi 3 octobre sur les requêtes en annulation du scrutin du 3 septembre. On en parle également dans ce journal. Et puis, ce drame survenu hier mardi à Venise, dans le nord de l'Italie, 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident. Un bus transportant des touristes de plusieurs nationalités est tombé d'un pont avant de prendre feu. Le chauffeur aurait fait un malaise. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec ce communiqué de la présidence de la République. Comme annoncé par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, il a été procédé ce mercredi à une série de nominations à la tête des institutions de la République. Le ministre d'État Gilbert Kafana Koné est promu au représentant du président de la République. La grande chancellerie, la haute autorité pour la bonne gouvernance et la Cour de cassation ont de nouveaux présidents. Je vous propose d'écouter à cet effet le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 octobre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre des institutions de la République. Au titre de la présidence de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ancien ministre d'État, est nommé haut représentant du président de la République. M. Théophile Awan Doli, ancien ministre, est nommé inspecteur général d'État. Au titre de la Cour de cassation, M. Yua Kofi, magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, est nommé président de la Cour de cassation. Au titre de la haute autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zoro Bibalo, ancien ministre, est nommé président de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la grande chancellerie de l'ordre national, M. Ali Koulibaly, ancien ministre, est nommé grand chancelier de l'ordre national. Par ailleurs, Mme Henriette Dagri Diabaté est nommée grande chancelière honoraire de l'ordre national en reconnaissance de sa grande contribution au rayonnement de l'institution. Le président de la République lui exprime sa gratitude pour sa gestion exemplaire de la grande chancellerie de l'ordre national au cours des dernières années et pour son engagement au service de la nation. Fait à Abidjan le mercredi 4 octobre 2023. Et je vous le disais en titre, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier au Sofitel Hôtel Ivoire la cérémonie marquant le cinquantenaire de l'ICCO, organisation intergouvernementale créée en 1973. Le chef de l'État avait à ses côtés son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, et plusieurs autres illustres personnalités. Les temps forts avec Jérôme Kofi Abola. 50 ans d'existence de l'ICCO, Organisation internationale du cacao. Au regard du parcours combien enrichissant de l'organisation, l'événement mérite d'être célébré. C'est dans ce cadre que se retrouve ce mardi un parterre d'illustres personnalités venues des 4 coins du monde sur les bords de la lagune ébriée. Au premier rang, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, avec à ses côtés le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, ainsi que des représentants de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ICCO. La tâche lui revenant de dire le mot d'introduction.
le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ne manque pas de situer le sens de cette célébration qui, en fait, marque à la fois le cinquantenaire de l'ICCO et les 10 ans de l'agenda global du cacao. Comme vous le savez, l'ICCO est une organisation intergouvernementale créée en 1973 sous l'égide des Nations Unies pour la mise en œuvre du premier accord international sur le cacao négocié à Genève lors de la conférence internationale des Nations Unies sur le cacao. C'est donc une plateforme où se retrouvent la majorité des pays producteurs et des pays consommateurs afin d'élaborer et de mettre en œuvre par consensus l'accord international du cacao qui en définit les enjeux et les axes stratégiques pour sa pérennité. L'histoire de notre pays, comme vous le savez, se conjugue avec celle du cacao. En témoigne son impact sur les conditions de vie de nos populations et sur le développement économique accéléré de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1980. Cette priorité portée au cacao est encore prégnante aujourd'hui, sous le leadership du président Alassane Ouattara, avec surtout un changement de paradigme pour sa transformation afin de créer plus de richesses nationales. Comme le directeur exécutif de l'ICCO ainsi que le président du Conseil international du cacao, le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Hachi, au nom du président Alassane Ouattara, saisit l'occasion pour pointer du doigt le déséquilibre de l'offre à l'échelle mondiale sur les spéculations du cacao. C'est le lieu pour lui de mettre un accent particulier sur le combat à mener, notamment pour le bien-être des cacaoculteurs, selon la vision des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et ghanéen Nana Akufo-Addo, les dirigeants des deux pays, respectivement premier et deuxième producteurs du cacao dans le monde. Le combat de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, comme celui du Ghana, du président Nana Akufo-Addo et de bien d'autres pays producteurs, pour une cacaoculture durable, concerne principalement l'obtention d'un revenu décent. C'est ainsi que depuis l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a opté pour un système de stabilisation qui permet de garantir au moins 60% du prix CAF aux producteurs. Sachez, mesdames et messieurs les producteurs, que la Côte d'Ivoire est à vos côtés, qu'elle croit en vous, en vos capacités, car c'est sur vous, femmes et hommes de cette filière, que repose une grande part de notre richesse nationale, une grande part de notre avenir. Ce combat pour un revenu décent, pour vous et les vôtres, c'est également le combat pour la prospérité de la nation tout entière, la stabilité sociale, le vivre ensemble dans un environnement sain et durable. Autre temps fort, la visite des stands. Visite à l'issue de laquelle le président Alassane Ouattara reçoit le ministre d'État togolais, Kogyo Adedeze, en tant que porteur d'un message du président togolais à son homologue ivoirien. L'ICCO, dont le siège a été transféré de Londres à Abidjan en 2017, comprend 23 pays exportateurs et 29 pays importateurs, soit 52 pays membres. Depuis son avènement en 1973, l'Organisation internationale du cacao ne lésine pas sur les moyens en vue de son engagement pour une économie mondiale durable. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu en début d'après-midi, hier mardi, une délégation du Fonds monétaire international, le FMI, au cœur des échanges qui ont eu lieu à la primature, le renforcement de la coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La délégation, conduite par le chef de mission du FMI pour la Côte d'Ivoire, est venue faire au Premier ministre le point de la revue qui a été menée autour du nouveau programme économique du gouvernement ivoirien. Objectif, maintenir la stabilité des finances et de la dette à travers la poursuite de réformes budgétaires d'ici 2025, lutter contre la pauvreté à travers la création d'emplois, approfondir l'inclusion financière et améliorer la résilience au changement climatique. Je suis très heureux aujourd'hui d'annoncer que au niveau des services du Fonds monétaire et du gouvernement, on a un accord pour conclure cette première revue du programme
et donc pour préparer aussi le décaissement de la deuxième tranche du programme qui est d'un montant de 500 millions de dollars États-Unis. Ce programme économique du gouvernement, troisième du genre, après ceux qui ont couvert les périodes 2012-2015 et 2016-2020, est soutenu par un arrangement financier d'un montant de 2000 milliards de francs CFA, approuvé en mai dernier par le conseil d'administration du FMI. Et une délégation du Parlement panafricain séjourne en ce moment sur les bords de la lagune Ébrié. La délégation conduite par la Cap-Verdienne Lucia Maria Mendes, troisième vice-présidente du Parlement panafricain, a échangé avec les responsables des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La séance de travail a porté sur le plaidoyer du Parlement panafricain pour la signature et la ratification de 4 protocoles de l'Union africaine, dont la mise en application effective de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, dans les 55 pays membres. La rencontre s'est tenue mardi, donc hier, à l'Assemblée nationale. On y retourne tout de suite avec Konaté Moussa. Séance de travail entre la délégation du Parlement panafricain et les responsables des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Les membres de l'institution parlementaire africaine sollicitent l'implication des députés ivoiriens en faveur d'un plaidoyer pour la signature et la ratification de 4 protocoles qui constituent des instruments juridiques de l'Union africaine. On a parlé de la charte africaine pour le Parlement panafricain qui s'appelle le protocole de Malabo. Ce protocole-là, il donne un pouvoir consultatif au Parlement panafricain. Ça permet au Parlement panafricain de faire l'élection de son député à partir de la base, l'élection directe dans chaque pays membre de l'Union africaine. Aussi, ça permet au Parlement panafricain de produire des lois selon les demandes de nos chefs d'État pendant les sommets des chefs d'État. Ça va faire le Parlement être une institution plus forte. Ces instruments juridiques objets de cette rencontre sont remis aux responsables des 3 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Et on reste avec Konaté Moussa pour évoquer cette fois le contentieux électoral municipal et régional. Plusieurs recours ont été rejetés par le Conseil d'État à l'issue de sa 4e audience de délibération tenue hier mardi sur les requêtes en annulation du scrutin du 3 septembre dernier. L'institution judiciaire a rejeté les recours de 9 communes, dont Cocody, Yopougon, Plateau et Trècheville, ce qui confirme donc les résultats proclamés par la CEI pour ces communes. Par contre, une nouvelle élection est prévue à Oumé du fait donc de l'annulation du scrutin dans cette commune. Les recours en annulation des élections municipales à Cocody, Yopougon, Plateau et Trècheville, rejetés par le Conseil d'État. Les candidats déclarés élus dans ces communes par la Commission électorale indépendante sont donc confirmés vainqueurs. En plus de ces 4 communes du district d'Abidjan, le Conseil d'État annonce également le rejet des requêtes concernant 5 autres localités que sont Divo, Buyo, Waninou, Abangourou et Boafli. Les recours enregistrés pour ces localités sont jugés recevables mais mal fondés selon l'institution judiciaire en charge du contentieux électoral. À l'issue de ces délibérations, le Conseil d'État a retenu comme verdict l'annulation du scrutin du 2 septembre dernier à Oumé. L'élection pour le poste de maire de la commune d'Oumé sera donc reprise dans un délai de 3 mois. Au total, 18 dossiers étaient sur la table du Conseil d'État qui s'est réuni pour sa 4e audience ce mardi 3 octobre. La prochaine séance de délibération est prévue le jeudi 5 octobre. Voilà des précisions de Konaté Moussa. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, mobilise les acteurs du système, de l'écosystème financier, notamment les banques et autres sociétés de gestion et d'intermédiation. Cela a l'effet d'impulser le financement de l'économie ivoirienne. C'était au cours d'une rencontre que nous relate Dengui Dengui. Face aux problématiques de financement du programme national de développement PND en général et des petites et moyennes entreprises PME en particulier, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS joue la carte de l'innovation et mobilise les banques et les sociétés de gestion et d'intermédiation. Un seul mot d'ordre, impulser le financement de l'économie ivoirienne. La dynamique est accueillie avec espoir par les acteurs de l'écosystème financier ivoirien. Il faudrait justement que ces organismes de garantie-là puissent s'adapter
à la situation et puisse nous offrir des véhicules qui pourraient éventuellement nous aider chaque jour dans le financement qu'on fait aux PME. Cette rencontre d'échange initiée par le FAGAS en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances devrait permettre aux acteurs de l'écosystème financier ivoirien de maîtriser les outils et les modes de financement de cette institution financière internationale spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés. Le FAGAS intervient beaucoup pour pouvoir appuyer les banques dans tout ce qui concerne la mitigation, la réservation de leurs fonds propres et autres. Ça veut dire donner plus de financement, bien sûr en réservant moins de fonds propres, en respectant bien sûr les contraintes réglementaires. Le niveau des interventions du FAGAS en Côte d'Ivoire mérite d'être renforcé. Il nous revient donc de définir les actions appropriées à mettre en œuvre de manière précise et réaliste en vue de faciliter l'utilisation des mécanismes d'intervention efficients au profit des porteurs de projets publics ou privés. Cela passe nécessairement par une meilleure maîtrise des outils et modes d'intervention des institutions financières comme le FAGAS. Depuis sa création en 1977, les interventions du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS ont permis de mobiliser plus de 3 000 milliards de francs CFA au profit des 14 États membres, dont 256 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Et on sera à présent à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour évoquer la rentrée solennelle 2023-2024 de l'unité de formation de recherche odontostomatologie. Le début des activités académiques de l'UFR d'odontostomatologie était l'occasion de dresser le bilan de l'année académique 2022-2023, aussi de mettre en exergue les innovations prévues pour la nouvelle année universitaire. La rentrée solennelle 2023-2024 de l'unité de formation et de recherche odontostomatologie de l'université Félix Houphouët-Boigny est effective. Professeurs et étudiants prennent d'assaut l'amphithéâtre A. Occasion pour la doyenne de l'UFR de faire le bilan de l'année académique écoulée. Les résultats sont les suivants. En licence 2, 28 admis sur 30. Soit un taux de réussite de 93,33%. En licence 3, 100% d'admis. En master 1, 31 admis sur 54, soit un taux de succès de 54,40%. En master 2, 16 admis sur 25, ce qui donne un taux de réussite de 64%. En doctorat 1, 14 admis sur un effectif de 17, soit 82,35% de succès. Le représentant du président de l'université Félix Houphouët-Boigny félicite le corps enseignant et les étudiants pour le travail abattu avant de donner quelques réformes pour l'année en cours. Cette rentrée universitaire se situe dans un contexte spécial, un nouveau contexte que tout le monde connaît. Les universités, à travers la nouvelle loi, peuvent maintenant valoriser les produits de leur recherche. Cette rentrée académique qui démarre dans ce mois d'octobre sera marquée d'innovations et des défis pour la communauté universitaire. Pour rappel, l'UFR odontostomatologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody fête bientôt son 50e. Et Chris Diomandé et Sephora Zegui signaient ce reportage. On s'intéresse à présent à la première édition du Hub Ouest africain sur les marchés carbone, une rencontre de partage d'expériences autour des objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Les experts environnementaux, les experts donc dans le secteur privé et le secteur public des États misent sur le crédit carbone pour financer donc les projets de déforestation dans les pays en voie de développement. On fait le point avec Didier Nguessan et Frédéric Oulaï. Lutter contre les effets du changement climatique. De nouvelles dispositions vers une transition plus verte sont au menu des assises de la première édition du Hub Ouest africain sur les marchés carbone. La présente rencontre se veut une plateforme d'échange et de partage d'expériences sur l'utilisation de la finance climat, dans la perspective d'éviter les émissions de CO2 en empêchant les projets de déforestation. Les parties prenantes optent pour les crédits carbone. Le secteur privé est un acteur majeur de mise en œuvre des activités. Pour nous, pays africains, la foresterie constitue un secteur assez important
qui peut permettre quand même de mobiliser des crédits carbone assez importants. Ce hub entend renforcer les mécanismes de sensibilisation des acteurs étatiques et du secteur privé de la sous-région ouest africaine pour un véritable décollage des marchés carbone. Avec les accords de Paris sur les différents instruments qui sont les articles 6 et d'autre part le marché volontaire de carbone va nous permettre de digitaliser l'ensemble de nos projets, notamment sur les différents pays d'Afrique, mais également à l'international, pour pouvoir assurer que l'offre puisse être à la hauteur de la demande. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable traduit son engagement dans la lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire, dans son plan national de développement, a marqué son engagement dans la lutte contre les changements climatiques en se fixant des objectifs ambitieux de gestion durable des ressources naturelles et de protection de l'environnement. Je m'engage pleinement à soutenir cette initiative. Nous travaillerons sans relâche pour créer un environnement favorable à l'investissement et à l'innovation dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous encouragerons également la collaboration entre le secteur privé et le secteur public afin de favoriser la mise en place des projets durables et de promouvoir les bonnes pratiques. 300 organisations internationales s'engagent à élaborer des politiques plus sûres en vue de la protection de l'environnement. Et la Société canadienne de coopération pour le développement international a procédé le 25 septembre dernier au bilan de ses programmes de développement des coopératives modernes, inclusives et durables. Procède après 5 années d'exécution en Côte d'Ivoire. Le bilan est jugé positif, c'est ce que nous dit Sephora Zegui. 2 coopératives exerçant dans les domaines de l'anarcade et du cacao ont vu leurs revenus augmenter après 5 ans de formation auprès de la Société canadienne de coopération pour le développement international, SOCODEVI. Au niveau organisationnel, nous sommes mieux outillés, c'est-à-dire avec les champs écoles, c'est-à-dire les formations, les appuis matériels. Comme vous l'avez vu, il y a une installation, nous avons donné une miellerie, une unité de riz étuvé, des ruches, c'est-à-dire plein de matériel. D'un montant d'environ 3,7 milliards de francs CFA, ce projet est entièrement financé par Affaires mondiales Canada. En investissant dans ce projet, le Canada veut contribuer à l'autonomisation économique des femmes évoluant dans le secteur du cacao et de l'anarcade. Le résultat ultime du projet, c'était l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier des femmes. Et on a réussi à l'atteindre. Si on le mesure avec 2 indicateurs, donc la réduction de la pauvreté et une plus grande autonomisation des femmes. Et c'est 2 choses qui ont été réalisées dans le cadre du projet. 5 années de prise en main qui ont abouti à des résultats probants. Et le gouvernement canadien ne compte pas s'arrêter là. D'autres projets sont en vue avec la Côte d'Ivoire. Nous allons rester investis dans tout ce qui concerne le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire parce qu'on le sait, la Côte d'Ivoire est numéro 1 en termes du cacao, en termes de l'anacarde. Donc on parle de création de valeur. Donc on souhaite aller de l'avant dans la collaboration de cette valeur ajoutée, d'où aussi la création de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire. De 2018 à 2023, le programme de développement des coopératives modernes, inclusives et durables procède a impacté environ 2000 familles à Abengourou et Korogo. Outre l'accompagnement et l'acquisition d'équipements modernes, la coopérative Ukonako de Korogo a bénéficié de la construction d'une miellerie d'un montant de 65 millions de francs CFA, tandis que le soutien à la coopérative FAO d'Abengourou a permis d'acquérir et d'équiper un système d'irrigation et un bâtiment. Un site de production de pépinières, d'arbres d'ombrage pour les producteurs de cacao. On se rend à présent au SARA 2023, une aubaine pour l'employabilité des jeunes. Plusieurs stands y sont dédiés donc à la jeunesse, des jeunes demandeurs d'emploi, et ils ne se font pas prier. Khalil Diomandé les a rencontrés. Mohamed est au SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, ce matin, non pas pour visiter des stands agricoles ou animaliers, mais plutôt à la recherche d'un stage. Dans cet espace dédié au recrutement, il vient s'informer sur les opportunités existantes. C'est par le biais de mon papa que j'ai entendu parler des opportunités qu'il y a au SARA. Raison pour laquelle je suis venu pour avoir des informations et avoir aussi plusieurs opportunités. Tout comme Mohamed,
De nombreux jeunes sont à l'assaut des offres d'emploi et de stage que proposent les entreprises présentes au Sahara 2023. Fraîchement diplômé d'un master en marketing, Yann Cédric est lui aussi venu au contact des recruteurs dans l'espoir de capter une opportunité. Vu qu'au Sahara, il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes, je suis venu proposer mon CV dans l'objectif d'avoir une opportunité. Voilà. Dans ces stands consacrés au volet emploi, les jeunes étudiants et diplômés reçoivent également des conseils de la part des gestionnaires des ressources humaines sur l'élaboration d'un CV et d'une lettre de motivation. J'ai été vraiment reçue par une directrice RH qui m'a vraiment aidée, m'a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire sur les CV et tout. J'invite tout étudiant, tout travailleur à venir au Sahara. Ce n'est pas qu'une histoire alimentaire, agroalimentaire, mais il y a plusieurs opportunités pour vous à saisir. La mise en place de ces pôles ressources humaines au Sahara 2023 est pour les entreprises une aubaine pour renforcer leur capital humain. Vraiment, c'est une très belle opportunité. Ça nous permet de rentrer en contact avec les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont en quête d'opportunités. On a reçu plus de 500 profils. Et ces 500 profils, on les a enregistrés dans une base de données qui nous permet de les recontacter pour des opportunités à travers le groupe. Plus de 800 entreprises, organisations et coopératives sont mobilisées à ce Sahara 2023. Au-delà des expositions-ventes, elles proposent surtout des opportunités de financement de projets et d'employabilité à la jeunesse. Il ne reste plus que 5 jours aux jeunes pour saisir leur chance. Voilà, le Sahara 2023, rendez-vous des opportunités pour les jeunes. Il existe désormais un réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue récemment en vue donc de valider tous les tests censés régir le fonctionnement de ce réseau. Notez que la mise en place de ce réseau est une initiative du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. C'est ce que nous rapporte Mahama Traoré. Une assemblée générale constitutive en vue d'adopter les statuts et le règlement intérieur du réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective, en abrégé RESIP. La mise en place de ce cercle de réflexion et de proposition qui compte déjà une centaine de membres a été suscitée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Nous voulons fédérer toutes les compétences et créer un cadre d'échange entre ces personnalités pour que nous puissions diffuser largement la fonction de prospective en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de cadre formel de mise en place d'une communauté de tous les professionnels ou de tous les praticiens de la prospective, ce qui donnait quand même libre cours, libre choix à tous les acteurs de pouvoir faire de la prospective comme ils le souhaitaient. Vulgarisation, partage d'expériences, renforcement de capacités. Avec une telle vision, la communauté des prospectivistes peut compter sur le soutien du ministère de tutelle. Le RESIP constituera un cadre national du partage d'expérience qui contribuera sans nul doute à harmoniser les pratiques d'un domaine qui est en forte demande dans notre administration publique. La création du RESIP coïncide avec le cinquantenaire de l'instauration de la prospective dans l'administration publique ivoirienne, événement qui sera commémoré par l'organisation de la Journée nationale de la prospective cette année. Migration irrégulière, la Côte d'Ivoire recuse l'annonce de 15 000 clandestins. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, était justement face à la presse pour faire la lumière sur la question. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Face à la presse internationale et nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, dénonce les récentes informations abondamment relayées en Europe, tout particulièrement en Italie. Informations faisant état de la présence de près de 15 000 Ivoiriens dans les flux de clandestins au mois de septembre 2023 sur l'île de Lampedusa. Selon l'Agence européenne des gardes frontières et des gardes côtes Frontex et l'Organisation internationale pour les migrations, notre pays serait le deuxième pays de départ vers l'Europe de ces migrants irréguliers. Face à cette situation qui tend à ternir l'image de notre pays et les efforts qui ont été déployés et qui continuent de l'être par les plus hautes autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire récuse ces allégations fondées sur de simples présomptions et invite
tous les responsables à la prudence que commande une telle situation. Aux côtés du ministre, les attachés de sécurité intérieure déployés en Europe au sein des ambassades, ils lui ont transmis des données officielles. De façon générale, de 2019 au 14 septembre 2023, sur 45 218 migrants présumés ivoiriens, les attachés de sécurité intérieure ont reçu et traité 2000 demandes d'identification qui ont abouti à la confirmation de la nationalité ivoirienne pour seulement 543 personnes. Dans les prochains jours, est prévue une mission spéciale de clarification en Italie. Et puis en image, ce drame survenu hier mardi à Venise, dans le nord de l'Italie. 21 morts et une vingtaine de blessés dans un accident. Un bus qui transportait des touristes de plusieurs nationalités est tombé d'un pont avant de prendre feu. Le chauffeur aurait fait un malaise. On termine aux États-Unis, les États-Unis où le président de la Chambre des représentants a été destitué. Il a été destitué donc ce mardi 3 octobre, hier, lors d'un vote historique au Congrès, victime de querelles fratricides au sein de son parti. Kevin McCarthy dit partir avec le sentiment du devoir accompli. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 15h.